Le FC Metz s'est incliné face au Paris Saint-Germain, mais a surpris son monde malgré une 4e défaite consécutive en championnat après match. Après la rencontre, Frédéric Arpignon a livré les premières informations concernant le mercato hivernal. On fait le point avec notamment les fins de contrat de certains joueurs en juin prochain. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre nouveau Graoli Mag. C'était la dernière à Saint-Symphorien de l'année 2025. Attention, ça reviendra assez rapidement. Pour nous, c'est pas encore la fin. On a encore quelque chose à dire, quelques matchs à analyser. Le tout avec nos consultants du jour. On va faire un petit tour de table. Vous en avez l'habitude. Bernard Zénil nous a rejoint aujourd'hui. Bonsoir. Ça fait un petit moment, Bernard. Je sais pas. Je t'ai embêté la dernière fois avec ça. C'est que tu voulais pas me voir, donc. Alors que là, j'avais très envie de te voir. Tu vois, alors. Et j'avais aussi envie de voir alors, c'est cool. Les deux copains qui sont là aujourd'hui. Angelo Salemi avec nous déjà. Salut Émeric, bonsoir à tous. Très heureux d'être dans ce casting 100% italien. C'est vrai, ça. Et Gérald Russello est avec nous. Si vous faites un petit peu ça, vous verrez les origines de certains. Ça, Gérald. Buongiorno tutti. Oh, très bien fait. Eh bien, nous allons commencer dès maintenant avec la première partie de cette émission. C'est l'heure du journal de la Ligue 1. Retour donc sur cette affiche de la 16e journée de Ligue 1 entre le FC Metz et le Paris Saint-Germain. Messieurs, première question. Ce FC Metz a tendance à parfois nous surprendre. Angelo, je ne sais pas, même au mois de décembre, quel est le vrai niveau de cette équipe ? C'est clair, c'est une équipe qui est un petit peu déroutante et même frustrante. Moi, c'est un match qui m'a frustré parce qu'on sort de ce match... Je ne pouvais pas l'écrire là, on l'avait déjà mis la semaine d'avant et la semaine encore d'avant et je crois que celle d'avant aussi. On se répète, mais c'est la réalité. Je suis sorti de ce match en me disant... Punaise, pourquoi cette équipe n'est pas capable au moins d'avoir la même détermination contre Auxerre ? Parce qu'avec la même détermination, Metz n'aurait pas perdu 3-1 contre Auxerre. Il y a eu de l'engagement, il y a eu du courage. Ok, il y a eu une différence de talent, ça on peut le comprendre. Mais au moins Metz s'est accroché. Et c'est souvent la même histoire face au PSG. On débute le match en se disant j'espère que Metz ne prendra pas une raclée. Au final, il y a un petit score et on sort avec un peu de frustration. Donc, ça ne fait pas avancer le Schmilblick en termes de points, mais peut-être que ça donne des idées pour la suite. On a un autre constat avec ce match. Alors oui, on est un peu frustré, on se dit qu'il y avait la place de mieux faire. Néanmoins, Gérald, c'est une 4e défaite consécutive en championnat. La question, est-ce qu'elle va avoir un effet si négatif que ça sur le groupe, cette défaite ? Oh, je pense pas. Je pense que le match le plus important, paradoxalement, c'est celui qui arrive là en Coupe de France. On se souvient de certaines éliminations qui ont fait mal les dernières années contre des petites équipes. Et ça va être important, je pense, ce match pour voir justement quel état d'esprit vont avoir les joueurs, sachant qu'il y aura déjà des joueurs importants qui seront à la CAN. Donc ceux qu'on verra contre Lorient, on devrait les voir normalement samedi. Donc ça va être important de voir ça. Après, voilà, on ne s'attendait pas forcément à grand-chose contre le Paris Saint-Germain. Ce n'est pas sur ce match-là qu'on se retrouve dernier, j'ai envie de dire. On l'était déjà. Mais par contre, j'ai peur que ce soit un peu une illusion, ce FC Metz si vaillant et si conquérant en deuxième mi-temps. Moi, je pense que Paris a quand même vachement levé le pied. Et je pense que, quoi qu'il arrive, on n'aurait quand même pas pu faire mieux, malheureusement. J'expliquais à mes camarades tout à l'heure, pour moi c'est un peu l'image du petit garçon, le FC Metz, qui essaie d'attraper le ballon. Puis toi tu es là avec le ballon, puis tu t'amuses comme ça. Ah tu le veux ? Non, tiens il est là. Enfin, moi, j'ai l'impression qu'en fait, Metz n'avait pas vraiment les capacités de revenir. On l'a vu pour qu'il marque, c'est des buts exceptionnels. Enfin, le but de Tita Juillet est exceptionnel, avec la talonnade et tout. Enfin, voilà, nous on est obligé de jouer à 300% pour pouvoir marquer 2 buts à Paris, mais on en prend quand même 3 derrière. Donc on en prend 3, que ce soit contre Auxerre, contre Paris. On prend tout le temps 3 buts. Donc moi, j'ai peur que ce soit vraiment une illusion. Malheureusement, le FC Metz est à sa place, puisque c'est une équipe qui n'est pas capable de jouer, comme l'a dit Angelo, tout le temps de la même manière, en fait. On ne sait pas quel niveau elle a. Pour moi, ce FC Metz-là, il manque de constance. Et tant qu'il n'y aura pas de... Comment dire ? Tant qu'ils ne... Pardon, j'ai un peu de mal à exprimer parce que c'est l'émotion. C'est trop d'émotions. C'est trop d'émotions, mais tant qu'ils n'arriveront pas à renouveler les efforts sur chaque match de la même manière, parce qu'on a eu le même discours après Lens, on s'est dit, voilà, c'est comme ça qu'il faut jouer. Ça a marché pendant 2 matchs et on retrouve le FC Metz à sa place finalement. Donc je ne sais pas, je n'ai pas l'impression que cette équipe soit vraiment capable de faire les efforts sur la durée et c'est pour ça qu'on se retrouve dernier, quoi.
Bernard, tu as face à toi deux avis un peu opposés sur la lecture de ce match. Alors, je vais te demander ton avis tout de même, mais je vais quand même t'aider un petit peu. Je vais donner les statistiques de la rencontre. Peut-être que ça pourra t'aider ou non, je ne sais pas. Peut-être que tu as un avis déjà bien tranché, ce qui ne m'étonnerait pas. Au niveau de la possession, c'est 41% pour le FC Metz contre 59% pour le Paris Saint-Germain. 9 tirs à 14, 5 tirs cadrés à 9, 461 passes contre 681. On en retient quoi de ce match ? Comme l'a dit Gérald, c'est le PSG. Avant le match, tu ne peux pas espérer grand-chose compte tenu du chemin de chaque équipe. Mais bon, après, c'est vrai qu'ils ont fait une deuxième mi-temps qui a été intéressante dans l'envie. Moi, c'est ce qui m'a plu à ce moment-là. Ils ont marqué 2 beaux buts, c'est clair. Mais au-delà de ça, alors que je le déplorais, je me disais, cette équipe-là, elle n'a pas de niaque. Alors, niaque, c'est pas un mot, ça veut rien dire et tout dire. Mais voilà, pas d'agressivité. Et dans ce match-là, en deuxième mi-temps, alors, ce que je déplore, c'est qu'ils ne l'aient pas fait en première. Pourquoi ils n'ont pas commencé le match comme ça ? J'en sais rien, ils avaient peut-être peur, c'était Paris, c'est une grosse équipe, c'est les champions d'Europe, ok. Et puis après, le match avançant, ils ont peut-être vu que c'était dans ce match-là, les Parisiens devaient plus penser à leur prochain match là qu'ils doivent jouer, je sais plus où, au Qatar ou aux Émirats. Qatar, ouais. Au Qatar. Moi, c'est le sentiment que j'en ai retiré, parce que même après, en fin de match, avec quasiment leur titulaire, c'est là où le FC Metz les a bousculés. Mais après, le souci, et comme l'a dit Gérald, c'est que le FC Metz doit être à 100, alors il a dit 300, moi je ne vais pas être comme ça, mais je vais dire, le FC Metz doit être à 150% de ses moyens à tous les matchs pour pouvoir espérer faire un résultat. Alors c'est un petit peu embêtant parce que c'est compliqué. Tu peux pas être sur une saison, c'est impossible ni physiquement ni mentalement d'être au taquet comme ça sur 34 matchs de championnat. C'est pas possible. Après aussi, tu l'as dit aussi Angelo, pourquoi ils sont pas comme ça? Je dis pas qu'ils fassent ça sur 34 matchs, mais qu'ils le fassent sur leurs concurrents directs. Qu'ils le fassent, à Nantes, ils ont été gagnés, mais qu'ils le fassent avec Auxerre, qu'ils le fassent avec Le Havre, qu'ils le fassent avec Angers, qu'ils le fassent avec des équipes comme ça. Donc, mais seront-ils capables ? Parce que le PSG, c'est vrai que c'est une motivation supplémentaire, c'est une grosse équipe. C'est plus facile d'être motivé contre le PSG, plus que d'être motivé contre Auxerre, par exemple. Même si la motivation, elle devrait être là tout le temps, parce que c'est ton avenir qui en dépend. Si tu risques de descendre. Donc voilà, est-ce qu'ils seront capables de refaire ça sur d'autres matchs ? Après, il y a aussi un truc, c'est que moi, c'est une idée que j'ai. L'équipe, faut pas qu'elle change beaucoup. Donc on a critiqué parfois l'entraîneur parce qu'il a changé tactiquement, il a changé des joueurs, tout ça. Plus cette équipe-là, c'est pas le PSG. Le PSG, ils font jouer qui ils veulent. Vous avez vu, ils ont fait jouer en première mi-temps. Je dis une équipe de remplaçants, c'est pas une équipe de remplaçants. C'est des garçons qui jouent dans tous les clubs de première division française. Mais c'est pas son équipe type. Et ils gagnent. Le FC Metz, il faut qu'il ait une base solide et il ne faut pas que ça change trop. Parce qu'il y aura des automatismes, il y aura des trucs qui vont se créer entre les joueurs et c'est plus facile quand on se connaît mieux. Donc moi j'espère ça. J'espère que la deuxième mi-temps là, on peut alors indépendamment des 3 buts, parce que si tu prends 3 buts à chaque match, c'est très compliqué pour gagner des matchs. Pour en mettre 4 à chaque coup, faut se lever tôt. C'est très dur. Donc voilà, il va falloir que les gars s'arrachent à tous les matchs, ce qui me semble moi quand même difficile. Alors il faut espérer ça. Tu parlais justement de la composition d'équipe. Angelo, encore une fois, on a vu le renouveau du FC Metz cette saison avec ses 3 victoires, avec un schéma tactique, avec des joueurs que l'on revoit sur ce match. Pas grand-chose qui a changé, mais par rapport aux dernières défaites, on revient quand même à du classique. Kouao, Collin sur les côtés en défense, Gbama Yegbe, Demagué, Traoré, Mbaye, Aïn, Sissachvili, Diallo. Ce 4-2-3-1, au-delà des hommes, ne doit plus bouger. Mais malheureusement, il y a la CAN.
et ça va être compliqué de faire en sorte qu'il ne bouge plus. Plus que le 4-2-3-1, pour moi, c'est l'animation qui doit vraiment plus bouger. Parce que je me rappelle qu'à Auxerre, il y a aussi un 4-2-3-1, mais l'animation est complètement différente. Avec un Titashvili qui rentrait beaucoup dans l'axe pour permettre à Ballo Touré de faire des montées. J'ai trouvé l'animation presque trop complexe. Avec une équipe qui s'en sortait pas trop. Effectivement, c'est dans ce schéma-là que le FC Metz s'en sort le mieux, avec des ailiers qui vont énormément compenser les montées des latéraux adverses. Voilà. Après, c'est un reproche que je fais à Stéphane Le Mignon, mais en même temps, je comprends pourquoi il change son fusil d'épaule sans Habib Diallo. Parce que quand Habib Diallo est blessé, il n'y a pas d'attaquant qui est capable de jouer comme lui, de garder le ballon dos au but. On a vu que Joël Assoro, il s'en est pas sorti. Il a testé autre chose en mettant 2 joueurs en pointe pour occuper ce rôle. Voilà, là Diallo va partir à la CAN. Ça va être compliqué de trouver un joueur qui va occuper les défenseurs comme Diallo le fait, garder les ballons dos au but, parce que alors il marque pas samedi, mais j'ai adoré le travail dos au but d'Habib Diallo contre Paris. Ça va être que sur 2 matchs, hein. Oui. 2 ou 3 matchs, ça va pas être... En tout cas, sur ce qu'on a vu là ces dernières semaines, et je pense que je vais faire très plaisir à Rémi Alizé en disant ça, mais on a vu qu'Assoro est un petit peu trop léger quand même sur ce genre de profil, l'attaquant qui doit se débrouiller tout seul face à des grands défenseurs. Peut-être que j'ai envie de voir Maggio sur ces matchs-là, parce que même s'il est très inexpérimenté, il a un gabarit qui peut lui permettre d'exister à la manière de ce que fait Diallo. Ce ne sera pas du Habib Diallo, mais voilà, c'est... Mais pour revenir à ta question de départ, oui, c'est effectivement un système de jeu et une animation qu'on aimerait voir le plus souvent. Tu dis que 2 ou 3 matchs, mais on voit où le SMS est tombé au classement en 2 ou 3 matchs seulement, donc ça peut aller très vite dans ce championnat. Oui, non, mais oui, bon, je vois ils ne vont pas être absents très longtemps, je veux dire, voilà. On a un FC Metz, encore une fois, à réaction, Gérald, et c'est un peu regrettable parce que quand le FC Metz gagnait au début et qu'ils avaient appris à gagner, c'était en encaissant pas de but. Alors ils ont appris à le faire face à l'OGC Nice, contre Nice. Mais là depuis, le FC Metz ne fait qu'encaisser 1, voire même 2 buts. Encore une fois, là, début de rencontre raté pour les Grenats, c'est 2 buts encaissés quasiment coup sur coup. Il y a 10 minutes entre les 2 buts, je crois. C'est ça aussi qu'il faut gommer pour le FC Metz. Le premier but, sur coup de pied arrêté, ça peut arriver contre n'importe quelle équipe, mais c'est dommage. Par contre, le deuxième, il y a 2 grosses erreurs défensives. Kouao se fait complètement manger. Collin, il oublie son défenseur. C'est un peu particulier. Le troisième, on n'en parle pas, quoi. C'est inexplicable. On n'a jamais vu une équipe comme ça monter, à part dans les dernières secondes, où tu as le gardien qui monte aussi. Mais là, c'est vrai que laisser autant d'espace, contre Paris, c'est impossible, quoi. Donc, ouais, il faut de la solidité défensive. Et pour revenir juste, je voudrais rebondir sur le 4-2-3-1. Le gros problème, c'est d'avoir remis, en fait, il y a 3-4 matchs, Ballo Touré sur son poste sur lequel on l'a engagé, parce que Collin avait fait du bon travail à gauche et ça permettait de revoir Kouao à droite. Bon, il y a eu une belle complémentarité, je me permets, avec Titashvili, voilà. On en parlait en conférence de presse avec le coach. C'est vrai qu'il s'est rendu compte quand même que les doublettes étaient importantes. Donc là, il les a remises. Il faut espérer qu'il continue là-dessus, parce qu'il ne faut pas prendre cette défaite contre Paris pour argent comptant en disant non, ça n'a pas marché, on ne les remet pas, quoi. Parce que, encore une fois, il n'y aura pas que des équipes comme Paris. Maintenant, ce qu'il faut, c'est aussi que tout le monde fasse les efforts, parce que ce qu'on a vu, par exemple, la semaine d'avant à Auxerre, c'est impossible de voir ça, de voir des lignes de 5 attaquants avec la défense, avec un no man's land au milieu de terrain. Tu peux pas, il faut dans la position du FC Metz, il faut une équipe compacte. Et c'est en jouant ensemble, et en défendant et en attaquant ensemble, que Metz a eu des occasions, même contre le Paris Saint-Germain. Donc il n'y a pas 36 solutions, il faut simplifier le jeu, il faut se battre ensemble, il faut la niaque, comme l'a dit Bernard, mais il faut aussi vraiment une tactique cohérente sur le terrain. Il faut avoir des joueurs dans toutes les zones, et pas seulement c'est cette ligne d'attaque qui ne sert à rien. Quels que soient les joueurs, de toute façon, il faudra ça, quoi. Tu parlais d'un no man's land au milieu de terrain la semaine passée. Il y en a un qui a un petit peu frayé toute la chronique ce week-end, Jesse Deminguet. Premier buteur de ce match. On essaie de revenir dans le temps un petit peu de manière chronologique. C'est vrai qu'à ce moment-là du match, il y a 2-1. Bernard, dans un premier temps, déjà, sacrée frappe. Pardon ? Sacrée frappe, quand même. Ah il met une superbe frappe, ouais. Non, en plus c'est d'instinct, le ballon arrive, il calcule pas, il réfléchit pas, il frappe. Non, c'est un très beau but. Écoute, ça permettait en plus de revenir dans le match,
parce que la première mi-temps, elle a quand même été relativement, on va dire, moyenne, même. Hein, bon. Donc, non, ça permettait à Metz de revenir dans le match avant la mi-temps. Donc, c'était une très bonne chose. Après, indépendamment de ça, il a fait un très bon match. On en voit d'ailleurs les statistiques. Dans la récup, dans je sais pas, dans l'agressivité qu'il a mis dans les duels, tout ça, il a été très bon. Pas que lui. Hein. Et il enchaîne d'ailleurs. Hein. C'est pas le premier match où Jesse Demagues, qu'on voit que ça bouge beaucoup autour de lui dans les compositions, justement. Mais lui, c'est le nom qui reste finalement au milieu de terrain. C'est un peu celui qui reste. Oui, c'est vrai, dans les changements qu'il y a pu y avoir. Non, il a été très bon. Donc, il est récompensé en plus par un très très beau but. Donc, ouais. À l'inverse, son coéquipier Boubacar Traoré, c'est on va dire un petit peu sur ce match-là l'exact opposé, c'est la déception, on a envie de dire. C'est un joueur qui peine à montrer ce qu'on attend de lui. On peut comprendre sur les premiers matchs de la saison son manque de rythme parce que c'est un joueur qui a eu une saison blanche quasiment. Mais là, on est en décembre. On n'a pas vu un match de référence de Bouba Traoré. Certes, il a été coupé par blessure, plus maladie, je crois. Il était malade à un moment. L'équipe a... Alors c'est peut-être un hasard, mais l'équipe a mieux tourné sans lui. Il est revenu dans la boucle et malheureusement, il ne montre pas ce qu'on attend de lui. Contre Paris, j'ai vraiment vu un joueur presque tétanisé, qui a commencé à rater ses premières transmissions, qui a essayé de se remettre en confiance, mais qui n'y parvenait pas. Et le plus incompréhensible pour moi, c'est cette erreur de marquage sur le but de Ramos. Parce que ne pas être dans son match, rater ses transmissions, ça peut arriver. Mais là, sur le but de Ramos, on a un manque d'agressivité, de concentration qui est assez inexplicable. C'était un peu mieux sur la deuxième mi-temps, mais c'est quand même un joueur qui est relativement décevant. Et voilà, on peut se demander, on a Alpha Touré qui a joué certains matchs, qui a été plutôt performant, qui est ressorti du 11 après son erreur contre Brest. On a un Benjamin Stambouli qui... Et il existe encore. Hein. Ouais. Il est rentré un petit peu plus tôt que prévu et a fait du bien quand même quand il est... Stambouli, pourquoi il joue plus alors? La question qu'on se pose, c'est une question de profil peut-être, parce que Alpha Touré et Bouba Traoré ont tous les deux un peu le côté percutant que n'a pas Stambouli. Stambouli, oui. C'est un autre profil. Mais quand même, oui, mais il a quand même une expérience. Il a une expérience, il a une sagesse. Techniquement, il n'y a pas un ballon sale, j'ai envie de dire. Puis quand il faut aller contrer un joueur, il est capable de le faire aussi. Oui, et puis c'est une paire qui est très complémentaire avec Deminguet. L'année dernière, on l'a vu, ça se complétait bien. C'est un peu difficile à comprendre, mais c'est effectivement... Puis c'est un joueur qui a assumé aussi. On rappelle que c'est lui qui prend la parole après Lille, notamment. Dernier match où il est titulaire, où l'équipe perd 6-1. Donc mais à moins qu'il soit vraiment hors de forme, alors j'en sais rien, hein, mais c'est un garçon qui doit jouer, ça compte tenu de l'expérience qu'il peut avoir de son vécu dans une équipe comme Metz qui a besoin justement de ça. Qui a besoin de garçons comme ça. Et puis, après, la deuxième mi-temps, il faut s'en servir. Mais je pense que Stambouli, moi, il peut... je vous dis, à part s'il est vraiment rôti et qu'il est blessé ou que ça ne va pas, c'est un garçon qui doit jouer. C'est un peu marrant d'entendre ça, parce que je ne sais pas si tu te souviens, l'année dernière, on se demandait si Demaguet, Stambouli, tous seront des joueurs qui peuvent réussir en Ligue 1, parce que... Demaguet ne réussissait pas à Strasbourg ou quoi, et là aujourd'hui tu te rends compte que c'est des joueurs qu'on a et dont on se passe, et c'est un peu... Après je te dis, moi on n'est pas à la place du coach. Totalement. On ne sait pas comment il réfléchit, on ne sait pas comment il voit Stambouli, mais c'est quelqu'un... On est quand même beaucoup à vouloir le mettre sur une feuille de match, même si on a tous une compo différente. C'est vrai que c'est le nom qui revient quand même pas mal. Mais surtout quand tu es à Metz, c'est que tu es dernier du championnat. Je veux dire, si tu es au PSG, que Stambouli ne joue pas, bon, ça, tu peux, parce qu'il y a un turnover, il change. Bon, ça peut se comprendre. Et puis, c'est une équipe de haut de tableau, tout ça. À Metz, moi, l'expérience que Stambouli peut avoir, je ne comprends pas trop qu'on puisse s'en passer. Mais il y a sûrement des raisons, il y a sûrement des explications que moi, je n'ai pas. Même Alpha Touré, d'ailleurs, je pense qu'il mérite peut-être plus sa place que Traoré. Alors, il paye son erreur, c'était contre Brest, je crois, mais... il était quand même hormis cette erreur, il était sur une bonne dynamique. Je ne sais pas s'il paye totalement l'erreur ou si, en même temps, ça coïncide avec le retour enfin en forme physique, en tout cas, de Boubacar Traoré, qui, depuis le début de saison, était quand même au-dessus de lui dans la hiérarchie. Donc je ne sais pas si c'est vraiment juste à cause de Brest qui sort. Parce que c'est quand même 2 matchs que Traoré fait est pas bon, et donc
Ah oui, alors après coup, c'est bon, mais je pense que sur le papier au début, si tu as les deux en condition, je pense que Stéphane Le Million met en premier Boubacar Touré, ce qui peut sembler un peu plus logique. On va revenir, vous en avez déjà parlé un tout petit peu tout à l'heure, messieurs, sur le troisième but parisien. C'est vrai qu'il y a eu cette combinaison sur corner au début, travail à l'entraînement, ça a été dit en zone mixte, il y avait un plan qui a été mis en place. Malheureusement, en face, il y a un joueur, on va revoir le but, Désiré Doué. 70 mètres, déjà, il faut avoir les poumons pour. Ouais, Gérald, ce but-là, c'est... de trop, oui, parce que 3 buts dans un match, c'est trop, mais c'est vrai qu'il est tombé au pire des moments et il a glacé plus d'un espoir quand même. Hein. On a l'habitude à Metz de voir des choses qui ne se voient pas ailleurs. On a vu des... On rappelle Cazerie. Voilà, j'allais Il a d'ailleurs pris sa retraite ce dire, week-end. on voit des buts de 80 mètres, on voit des trucs. Mais là, vous avez vu d'où il part. Il part quasiment de ses 16 mètres. Hein. Ouais. Ah oui, oui. Il y avait eu Non, mais le seul souci, voilà, regardez où il est. Il est à 20 mètres de ses buts et il part. Mais le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est qu'il n'y ait pas un défenseur de Metz qui soit resté en sécurité. Il y avait eu la même séquence, je ne sais pas si vous vous rappelez, lors de Monaco-Lens. Ça devait être à la 2e ou 3e minute de jeu, il y a quelques mois. Et le Monégasque avait réussi l'exploit de rater le but. On aurait aimé que Désiré Doué le rate. Bon. Tu regardes, c'est Tita Julie et Mike qui reviennent en plus derrière. Sacrée course de Tita Julie. C'est même pas un défenseur, quoi. C'est deux attaquants. Non, mais que ça soit un défenseur ou Pierre-Paul ou Jacques, c'est pas le problème. Mais qu'il y ait quelqu'un qui reste. Je veux dire, moi, les gars, vous allez dire que je dis tout le temps ça, que j'ai joué il y a 50 ans. Mais nous, quand on montait sur corner, parce qu'on faisait monter les défenseurs, qui souvent étaient des gabarits qui étaient bons de la tête, donc ils montaient sur corner, il y avait toujours un joueur qui restait en sécurité derrière, au cas où on se faisait contrer, où le ballon était dégagé ou quoi. Donc il y avait jamais les 10 joueurs, parce que le gardien restait, il n'y avait jamais les 10 joueurs qui étaient dans les 16 mètres adverses. Il y avait toujours une sécurité au moins d'un gars, voire de 2. Là, c'est un but que tu peux voir à la 90e, 95e minute d'un match. Ça ne me dérangerait pas. Si t'es mené, que ton gardien monte, tout le monde monte. Il reste une demi-heure, mais pas comme ça. J'ai une petite question. C'est vrai que suivant l'angle de vue, on peut se poser quelques questions. Je ne sais pas si on peut revoir le but de Désiré Doué. Le placement de Jonathan Fischer. Il y a une hésitation. De qui ? De Jonathan Fischer. Il y a une hésitation. À ce moment-là, tu vois, il ne veut pas aller, il repart derrière. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse, Jonathan Fischer ? Il est en retard, hein, il l'aurait découpé. S'il sort, il se fait éliminer et il revient un peu dans son but pour essayer de plomber. Bon, après, c'est compliqué. C'est pas la faute du gardien, ça. Ça, c'est la faute des défenseurs. Enfin, des défenseurs. Des joueurs qui sont tous montés. C'est impensable que dans l'équipe, il n'y ait pas un joueur qui pense à rester en couverture à un moment donné en disant je reste en sécurité, si on se fait contrer, si le ballon est dégagé, il y en a un qui va se barrer tout seul. Je comprends pas qu'il n'y ait pas quelqu'un. On est en Ligue 1, on n'est pas en 3e série avec la réserve de Fontois. Hein. Non, Fontois mettait quelqu'un au milieu. Non, mais t'imagines un petit peu, je dis ça en plaisantant, mais c'est même pas marrant. Je veux dire, t'es en Ligue 1 et que personne dans l'équipe pense à les gars, il y a une sécurité, parce qu'après, même si c'est le coach qui le voit, le coach, il est à 100 mètres de là, il peut crier tout ce qu'il veut, il y a 30 000, personne n'entend rien. Mais les joueurs sur le terrain, tu dois penser, te dire, oh là là, qui plus est en plus, voilà, tu peux éventuellement revenir. Mais il ne faut pas faire n'importe quoi. Il faut prendre des risques, mais des risques mesurés. Et qu'il y ait quelqu'un qui soit en couverture derrière, c'est le b.a.-ba du football. Je parlais justement de faire attention. C'est vrai que ce 3e but, on peut le voir en statistique, c'est le 3e de ce match. Et c'est quand même 10 buts en 4 matchs encaissés par le FC Metz. Alors voilà, je mettais en avant Jonathan Fischer sur ce, parce que certains, suivant l'angle de vue, ne voyaient pas forcément la distance entre Fischer et le ballon. C'est quand même 6 arrêts pour lui sur ce match. Mais Angelo, le FC Metz est la pire des forces du championnat. Et même s'il marque des buts, parce qu'il en met quand même 2 à Brest, 2 au Paris Saint-Germain, c'est encore une fois trop de buts encaissés, quand bien même cette défense-là était la défense presque type, on va dire, de cette partie de saison. Tout à l'heure, on a dit que pour s'en sortir, le FC Metz devait jouer chaque match à 150%. Pour s'en sortir, il doit aussi apprendre à bien défendre. Il l'avait fait en fin octobre, début novembre. La série de 3 matchs coïncide avec une amélioration de l'animation défensive. Je ne mets pas tout sur le dos des défenseurs, c'est vraiment c'est l'équipe. C'est une affaire collective. Ah oui. Notamment les ailiers, notamment les milieux. Mais là, j'ai envie de dire que Metz défend à nouveau n'importe comment. Contre Brest, c'était un petit peu la rechute. Ensuite, il y a eu de nouveau les 3 buts encaissés à Auxerre, avec des duels perdus par-ci par-là. Là, contre Paris, c'est des inattentions. Les 3 buts, c'est des inattentions. Oui, mais t'as pas le droit de faire ça en Ligue 1. Ah, mais c'est interdit. On est d'accord. 37 buts encaissés en 16 journées.
Mais le premier truc, c'est de resserrer les boulons en défense, de toute façon, qu'il y a à faire là. Parce que tu l'as dit, tu ne mettras pas 4 buts à tous les matchs. Voilà, à coup de 3 buts par match, c'est impossible que tu t'en sortes. Donc si tu n'arrives pas un petit peu à faire baisser ça et à arriver à relativement bien défendre, tu peux pas t'en sortir. On a du mal à incriminer Jonathan Fischer. Non, j'incrimine personne, moi. Je dis justement, c'est l'équipe, ils sont 11. On a du mal à l'incriminer. On est à 11, c'est un sport co. Parce qu'il en sort quand même quelques-unes, mais c'est vrai qu'on aimerait bien quand même qu'il fasse d'autres exploits, qu'il en fasse un peu plus. Mais clairement, il prend des buts, des fois, il n'y peut rien. Le but de Doué, là, il peut rien faire. Je comprends la philosophie, je comprends et j'apprécie la philosophie du FCMS, de Stéphane Le Minon, de se dire on va s'en sortir par le jeu. Mais à un moment, tu joues le maintien, il faut quand même resserrer les boulons, comme tu dis, Bernard, parce que ça passe par là. Il faut... Non, mais c'est bien qu'ils veuillent s'en sortir par le jeu. Il faut que tu joues, parce que si tu ne joues pas, tu marqueras. À l'inverse, tu ne marqueras jamais un but. Mais à un moment donné. Un tout petit peu de mesure quand même. Voilà, il faut avoir de la mesure et il faut que défensivement, il resserre, parce que si tu prends chaque match 3 buts, voilà, c'est ce qu'on dit tous, c'est compliqué. Et tu ne peux pas t'en sortir. On l'a dit, le FCMS encaisse des buts, mais on marque aussi de très beaux. On a eu celui de Jesse Deminguet, on va voir celui de Georgi Titashvili. Gérald, est-ce que c'est pas le match de référence du Géorgien depuis le début de saison? Parce que c'est un match assez fou qui nous livra. Si, paradoxalement, oui, c'est son match de référence, que ce soit offensivement, avec ce but magnifique, et puis d'autres actions qu'il a menées, mais même défensivement, il fait des efforts tout le temps, en fait. Donc c'est vraiment le joueur, on va dire, qui confirme au fur et à mesure à chaque match. Il confirme qu'il est là et surtout qu'il doit être mis à son poste, c'est-à-dire en attaque, que ce soit à gauche ou à droite. D'ailleurs, on a vu qu'il était capable de très bien jouer à gauche alors que normalement il joue à droite. Mais voilà, il ne faut plus le voir en arrière latéral gauche. Faut arrêter avec cette tactique qui l'oblige à être complètement... Faut plus le voir en latéral gauche, mais en première mi-temps, il a été latéral gauche souvent. Oui, mais c'était... Et Mbaye aussi, parce qu'ils étaient à 6 derrière. C'est un effort défensif. Les phases défensives, ils sont à 6. Les compense beaucoup. Donc il va se retrouver forcément latéral gauche. Oui, mais après, il a fait des bonnes choses en deuxième, très bonnes choses. C'est quand même différent quand il a plus cette liberté de pouvoir jouer vers l'avant. Et voilà, il est plus proche du but adverse, tout simplement, parce qu'il apporte quelque chose. Il a un coup de rein assez phénoménal. Voilà, il provoque, il est capable d'éliminer. Très belle technique, franchement, il a une belle passe gauche. Le contrôle derrière la jambe d'appui qu'il fait sur le but, c'est assez exceptionnel. Et la frappe du pied droit, je tiens à signaler, un gaucher qui frappe du pied droit, c'est pas fréquent, n'est-ce pas Bernard? Ouais, ça arrive. on a eu des beaux buts. Il montre une abnégation quand même qui est admirable. Il ne rechigne jamais à faire les efforts. Mais au niveau d'état d'esprit, il a été... En plus, il a été irréprochable. Non, franchement, c'est une belle pioche. Bon, on espère qu'il en remettra encore beaucoup des comme ça. On aime crier sur ce genre de but au moment de commenter. Un discours un peu plus calme désormais, celui après la rencontre. On a vu Gauthier et Jesse Deminguet. Évidemment, on leur a demandé l'avis sur ce match, mais nous, ce qui nous a intéressé, c'est de se demander pourquoi le FCMS ne fait pas ça contre Auxerre ou Brest. C'était la question de ce début d'émission. Voilà ce qu'ils peuvent répondre. Tu parlais des enseignements de ce match. Le regret, au-delà du Paris Saint-Germain, il n'est pas de se dire que c'est regrettable pour Metz d'y croire plus contre Paris que contre Auxerre, par exemple, ou contre Brest. La régularité sera vraiment le maître mot pour la deuxième partie de saison. Oui, c'est ça. Après le match d'Auxerre, on a fait, je trouve aussi des bonnes séquences, mais malheureusement, on a 2-3 petites erreurs en fait à chaque match qu'on n'arrive pas à gommer, notamment le penalty qui nous plombe notamment à Auxerre. C'est sûr que il faudra s'appuyer sur les bonnes choses qu'on a faites, notamment contre Paris, Lens, Nice. On a des matchs références, on est capable de le faire, ça c'est une certitude. Mais comme tu l'as dit, il faudra être régulier sur la phase retour. Ouais, quand tu reviens à 3-2, tu te mets à y croire et c'est vrai que il y a une belle atmosphère, il y a les gens qui poussent et on y croyait. Après, malheureusement, il n'est pas arrivé, c'est comme ça. Mais il faut garder tout ce qu'on a fait de bien, l'état d'esprit, mais pas que. Il y a aussi le jeu. Et voilà, je pense que si on garde ça sur tous les matchs, sur la deuxième partie de saison, on arrivera à faire de belles choses tous ensemble. Faire de belles choses tous ensemble à la fin de la saison, il le faudra parce que pour le moment, au niveau des résultats, ce n'est pas tout bon pour le FCMS. On va regarder ce qui s'est passé ce week-end avec notamment la victoire d'Angers face au FC Nantes 4-1, la victoire de Rennes face à Brest ou encore de Toulouse face au Paris FC. Dimanche, Lyon s'est imposé face au Havre, Auxerre s'est incliné de justesse face à Lille 4-3 dans un match avec beaucoup de cartons rouges. Marseille s'est imposé face à Monaco notamment. On va le voir au classement, pas de gros changements pour le FCMS.
Fort heureusement, derrière, ça n'a pas suivi non plus. On va le voir avec Lens qui est toujours en tant que leader, avec le Paris Saint-Germain et Marseille dans le top 3. En bas du classement, eh bien, Nantes et Metz sont à égalité tout en bas du classement, avec Auxerre juste devant d'un petit point. Le Havre et le Paris FC n'ont pas pris le large. Angelo, on pourra revenir sur tous les matchs du week-end. Je sais que tu as particulièrement regardé celui de Auxerre, notamment contre Lille. Mais c'est vrai qu'il reste tout de même déjà un petit espace de 4 points jusqu'à la 15e place. Je ne sais pas ce qui se passe dans cette Ligue 1, mais tu as beau faire ce que tu veux, tu n'es jamais très loin. C'est encore plus frustrant. On l'a vu en octobre, novembre, en gagnant 3 matchs, on s'est retrouvé à complètement une autre position. 14e, je crois. 14e au meilleur de la série. C'est quand même encourageant de se dire que malgré toutes ces défaites, je crois que tu as 11 défaites en 16 matchs, c'est énorme, et tu es encore dans la course. Donc c'est une bonne chose. On voit avec des équipes comme Angers, d'ailleurs petite parenthèse, Angers qui n'a pas plus de moyens que le FC Metz et qui fait une super qui a recruté Camille Zeroro cet été, je crois. Ils font Hervé Kofi en énorme difficulté financière. Il y a eu des transferts annulés à la dernière minute et on voit qu'ils s'en sortent de leur côté avec leur victoire 4-1 contre Nantes. Voilà, on voit que c'est possible de s'en sortir en fait. On n'est pas dans le cas de figure à la mi-saison où on se dit on prépare la Ligue 2 parce qu'on voit que c'est mort, c'est cuit. C'est pas cuit. Donc voilà, c'est rageant, mais également encourageant pour la suite. Préparer la Ligue 2 hors de question, surtout pas sur ce plateau, n'en déplaise à Gérald qui est sur notre plateau évidemment. Oui, on aime bien te titiller encore là-dessus, on l'aime bien cette Ligue 1 et on aimerait y rester. Pour cela, il y a peut-être un mercato hivernal à négocier. On va en parler tout de suite dans le Focus. Et oui, mes petites cachotteries, il y a eu Gauthier, il y a eu Jesse Demaguet en zone mixte, mais il y a aussi eu Frédéric Carpinon, le directeur sportif du FC Metz, qui a répondu à nos questions. Il a parlé du match, mais nous, ce qui nous a intéressé, c'est sa petite analyse sur le prochain mercato hivernal. Actif ou pas actif, le FC Metz, réponse de l'intéressé. Mais est-ce que ce groupe sera amené à être un petit peu changé pendant ce mercato d'hiver ? Franchement, je pense pas, parce que quand je vois que aujourd'hui Assoro il était pas dans le groupe, je vois que Bokele n'est pas rentré, Ibou Sané n'est pas rentré. Non, après bien sûr qu'on va être handicapé par la CAN avec surtout Habib, parce que j'en parle, parce qu'Habib aujourd'hui il a montré que c'est un joueur important pour Metz. Non, je ne pense pas que ce soit nécessaire de bouger à la trêve, quoi. Voilà, quoi. Le plus important, c'est qu'on ait l'état d'esprit qu'on a eu ce soir. Après, Bounassar, je l'ai dit, il est venu, il avait besoin de voir où il en était. Nous, ça nous a permis aussi de le voir. Après, ça va dépendre de ce qui va se passer, quoi. Voilà. Mais je dois faire aussi un point avec le coach par rapport à son niveau aussi, quoi. Voilà, quoi. De ce que vous en avez vu physiquement, où est-ce qu'il en est ? Je ne vous cache pas que ces derniers temps, j'ai été beaucoup pris. Je dois faire le point avec Stéphane, quoi. Voilà, quoi. Mais quoi qu'il arrive, si vous m'avez posé la question, s'il n'y a pas de départ, il n'y aura pas forcément d'arrivée, quoi. Voilà, quoi. Bon, il a fallu creuser un petit peu quand même. Au début, on sous-entend qu'il n'y aura pas de départ ni d'arrivée cet hiver. Finalement, peut-être s'il y a départ, il y aura des arrivées. Néanmoins, calme plat en approche au mercato hivernal. Est-ce que tu es surpris, Gérald ? Non, évidemment, on n'est pas surpris, on n'a pas les moyens. Maintenant, je pense qu'il y a quand même des choses à faire. Je pense qu'on a des joueurs qui mériteraient du temps de jeu, qui pourraient être prêtés. Ça ferait des gens en moins dans le groupe et peut-être la possibilité d'en récupérer d'autres. On a des joueurs qui donnent pas satisfaction et qui devraient partir. Je pense à Joël Assoro, qui sera vraiment plus heureux ailleurs. Donc, je ne sais pas, il lui reste 1 an et demi de contrat, je crois, un truc comme ça. Quelque chose du style, ouais. Donc, un petit prêt avec option d'achat, ce ne serait pas déconnant, je suis désolé. Il y a des choses à faire. Bon, Bounassar, on a tous envie de le revoir, en tout cas s'il a le niveau physique, on a tous envie de le revoir porter le maillot grenat. Il ne serait pas resté aussi longtemps s'il n'y avait pas quand même derrière une petite idée. Maintenant, ça va dépendre à quel poste tu l'envisages, parce qu'on sait qu'il est capable de jouer à droite sur tous les postes, même au milieu. Bon, ça voudrait dire quoi ? Ça voudrait dire peut-être
une autre concurrence à Kofi Kouao. On voit déjà comment il a mal supporté celle avec... Mais un match amical face à Serein, c'est un cran au-dessus qu'il a été utilisé. Il est rentré, Peut-être un peu un rôle à la Tsitaishvili, d'être capable de redescendre dans cette défense parce qu'il est capable de le faire en piston. Alors là, c'est pareil. Et de remonter en attaque derrière sur les contres. Tu as Sabali, tu as Buagi. Et justement, c'est pas ça la question. Il dit il n'y aura pas d'arrivée sans départ. Il faudra faire le point. C'est ça. Est-ce que ça ne veut pas dire, sous-entendu, qu'il y aura peut-être un départ sur ce côté droit? Et on le sait, il y a des joueurs en fin de contrat, mais peut-être le départ de Cheikh Tidiane Sabali ou un autre, peut-être à Soro aussi. Mais si un joueur offensif part, peut-être que du coup, Bounassar est presque, je pourrais dire, acté, mais à deux doigts, quoi. Moi, je pense que le gros manque dans cette équipe, c'est au niveau de l'avant-centre. Je pense qu'on est trop dépendant d'Habib Diallo et qu'on n'a personne derrière vraiment pour pallier une absence, une blessure ou quoi que ce soit. Pour moi, il faut qu'on trouve un deuxième attaquant qui pourrait avoir le niveau vraiment... alors je sais, je rêve, ça n'arrivera certainement pas, on est le FC Metz, on n'a pas les moyens, mais on a été capable de se faire prêter des fois des joueurs qui étaient, ou même relancer certains disons que là, tu as peut-être une dépendance en moins. On pense, il y a 2 ans, il y a eu le cas Georges Mikotadze, mais avant ça, on disait il faut un attaquant numéro 1 FC Metz, et trouver un attaquant numéro 1 sur le marché des transferts, surtout en hiver, c'est quasi pas possible. Là, on ne te demande pas un numéro 1. On te demande un numéro 2, donc justement, peut-être que ce profil à relancer ou ce genre de choses, c'est peut-être un profil qui pourrait être intéressant, étant donné qu'il y a déjà un numéro 1 en place. Peut-être justement se séparer d'Assoro, puis le rendre heureux et le voir jouer ailleurs, et puis peut-être prêter, je sais pas moi, un Ibou Sané par exemple, qui pourrait s'éclater en Ligue 2, peut-être... Bokele aussi. Et un Bokele, voilà, il y a des choses à faire, je pense, mais... Parce qu'aujourd'hui, il y a de la présence, c'est ce que dit Frédéric Arpignon, il les cite ces 3 joueurs-là, en disant qu'ils sont présents aujourd'hui, mais malheureusement, ils n'ont pas l'influence nécessaire, ou en tout cas pas assez pour maintenir le club. Il dit que ça va dépendre des départs. Moi, j'ai envie de dire, c'est plutôt ça va dépendre des potentielles arrivées. Parce que si on a l'opportunité de se faire prêter un bon joueur ou d'en acheter un, il faut se séparer de ces joueurs-là qui manquent de temps de jeu. Moi, c'est mon avis. Après, je pense qu'il fait un petit peu de la com, parce qu'au début, il dit aujourd'hui, on n'a pas fait jouer Assoro, Bokele, Ibou Sané. Ces 3 joueurs-là, ils ont joué avec la réserve hier, ils ont pris 4-1. C'était la suite du propos, mais c'est vrai que ce sont des joueurs, je parle justement de l'application. C'est pas non plus une énorme plus-value. Je rejoins un petit peu Gérald, moi, sur le profil de backup d'Habib Diallo, tout simplement pour ne pas avoir à changer toute l'équipe en fonction d'une absence éventuelle d'Habib Diallo. Ce genre de profil. Moi, je me pose la question pour Cheikh Sabali. On sait qu'il a fait des pieds et des mains pour partir l'été dernier, qu'il est en fin de contrat en juin. Est-ce que c'est pas mieux de s'en séparer maintenant, peut-être pour faire revenir Bounassar, qui joue dans le même secteur de jeu? Voilà, je pense que financièrement, en plus, je ne sais pas, vaut mieux en tirer 300 000 demande de Bounassar, mais au moins, tu n'as pas de transfert à payer ou quoi que ce soit, alors que tu dois avoir de l'argent encore pour boucler les comptes de cette année. Oui, c'est ça aussi. Mais vaut mieux en tirer, je dis n'importe quoi, 500 000 € aujourd'hui que 0 € en juin. D'un point de vue purement économique. Là, Oui, évidemment. La question se pose pourquoi aussi. Il y a beaucoup de joueurs en fin de contrat, malheureusement. Justement, on peut regarder cette liste si vous voulez. On s'amuse à regarder un petit peu qui est en fin de contrat, sans compter les joueurs qui sont en prêt, qui vont repartir. On pense à Boubacar Traoré notamment. C'est vrai qu'ils sont nombreux, les joueurs du FC Metz, en fin de contrat. Et on voit des visages qu'on aimerait bien garder. Jean-Philippe Bama, Benjamin Stambouli, Kofi Kouao. Tout ça, c'est vrai que Bernard, quand on regarde ce mercato hivernal, alors on parle souvent d'arrivée, mais c'est vrai qu'il y aura aussi ça à négocier. Mais on le sait, FC Metz, c'est compliqué de négocier les fins de contrat parce que tu ne sais pas où tu vas jouer la saison prochaine. Ces joueurs-là, tu ne les retiens pas si tu vas en Ligue 2. Le problème, je pense, moi, du FC Metz, c'est sa position au classement. Je veux dire, quand tu es une équipe comme FC Metz et que tu es dernière du classement de la Ligue 1, je ne sais pas si tu es très attractif avec tes joueurs. Est-ce qu'aujourd'hui, un FC Lorient qui est 12e, s'il veut faire, je sais pas, je dis n'importe quoi pour faire le contrat, Laurent Berger, là, en fin de contrat, c'est son capitaine. Si tu es 12e aujourd'hui, c'est plus simple de dire, reste quoi qu'il arrive, plutôt que quand tu es dernier et que tu dois retenir Jean-Philippe Bama. C'est plus simple, forcément. C'est plus simple si tu as une équipe qui est relativement. Enfin, qui est pas menacée, qui est classée, qui est mieux classée. Si tu es dernier de ton championnat, que tu veux prêter tes joueurs, qui va te les prendre ? Explique-moi voir, quelles sont les équipes qui vont te prendre tes joueurs, ils vont dire, mais ils sont derniers avec Metz. Angelo, il vient de dire qu'il y en a 8 qui ont joué avec la réserve, ils ont pris 4-1 hier. Ça veut dire que l'implication qu'ils ont pu avoir, elle n'est pas bonne. Vous pensez que les gens de l'extérieur ou les clubs extérieurs, ils ne regardent pas tout ça ?
Alors, si le FC Metz veut se séparer de certains joueurs, ça risque d'être compliqué. À moins qu'il les amène avec un paquet, je sais pas, en plus de payer pour qu'ils partent. Surtout pour pas faire redite sur le nom du joueur, mais des joueurs comme Joël Assos, des joueurs qui veulent partir depuis plus d'un mercato quand même et qui sont encore là finalement. Mais ce que je veux dire, c'est que les joueurs sont pas attractifs puisque l'équipe est dernière du championnat. À moins ça peut arriver quelquefois qu'il y ait un très bon joueur dans. Mais Jean-Philippe Bama sur le marché des transferts, tu vas voir s'il n'aura pas des offres. Et après, inversement, pour faire venir des garçons à Metz, quand tu es dernier, c'est compliqué aussi. Tu peux tenter l'amour du maillot comme avec Bounassar ou avec ce genre de joueur, mais c'est compliqué. Mais c'est très compliqué. Si c'est pas Bounassar qui connaît pas le club, celui qui va être sollicité, il va dire mais ils sont derniers en Ligue 1. Ils ne donnent pas l'heure. Je vais pas venir, je vais pas aller dans un club dernier en Ligue 1 qui va descendre. C'est peut-être aussi pour ça qu'on a autant de noms anciennement joueurs du FC Metz qui sont revenus en 2 ans. Aïn, Diallo, ce genre de joueurs. Parce qu'en plus, Aymeric, les garçons, ils vont regarder les stats, ils vont dire oula, 11 défaites. 16 matchs, combien? 16 matchs, font ce bruit en plus. Je veux dire, tout ça ne joue pas en faveur du FC Metz, ni pour des arrivées, ni pour des départs. C'est très compliqué. Moi, je voudrais pas être à sa place à Fred Arpinon, parce que ça doit être dur pour récupérer des bons joueurs et pour se séparer des éventuels garçons qu'on pourrait prêter éventuellement, mais qui ne trouveront pas. Et là, on parle de joueurs, mais on n'a pas parlé du coach. Parce que, mine de rien, tu arrives à la mi-saison, tu es dernier, et tu as 3 victoires, et au niveau des chiffres, c'est pas bon. Et au niveau de tes idées, il y a des choses qui, malheureusement, sont bizarres. Et moi, j'ai dit X fois que j'étais pas pour le changer, parce que je pense que... Alors, il a forcément des responsabilités, mais que la responsabilité première, c'est pas lui, c'est les joueurs qui jouent, qui ont perdu 11 matchs, c'est pas lui. Hein. Il a peut-être fait des changements. Mais ce que je veux dire, voilà. On parlait d'Arpinon, je pense qu'il est dans cette réflexion aussi. Il est obligé de l'avoir, cette réflexion. Après, peut-être juste une rumeur, parce qu'on a vu qu'une rumeur, c'est 3 victoires. Le changement de coach. Gérald, parce que tu penses que c'est Fred Arpinon qui va décider de l'avenir du coach, là. C'est pas Arpinon. Pas lui tout seul, mais je pense c'est le président qui décide. C'est le président qui décide de l'avenir du coach. C'est pas Fred Arpinon, je te le dis, moi. Ils en parlent pas, tu penses? Pas persuadé. Il est directeur sportif, quand même. Oui. Il donnera sûrement son avis, mais alors la décision finale, pas sûr qu'elle vienne de lui. Non. En tout cas, sur les 8 joueurs qui sont en fin de contrat, je vous espérer qu'il y en a quand même 2-3 qui prolongent même en cas de descente. Je pense à un Malik Mbaye, à un Papissi, qui ont... Même à Cléo Meyer, parce il vient de signer, alors c'est des contrats aussi de 1 an, un peu surprenant. Ouais. Hein, pour lui, premier contrat professionnel 1 an, Jean-Philippe Bama 1 an aussi. J'ai pas mis Ballo Touré dans l'histoire, mais lui, il a 1 an en option, en plus de contrat, sûrement lié au maintien ou non du FC Metz. Les gars qui ont des références en Ligue 1, comme Bama, Ballo Touré, évidemment, tu ne peux pas les retenir si tu es relégué. Par contre, un Malik Mbaye qui, je pense, a un petit potentiel, un Papissi qui a une excellente doublure, et moi, ça ne me choquerait pas de l'avoir en numéro 1 en Ligue 2, les joueurs-là, il faut les retenir. Après, Kofi Kwao, je ne sais pas où ça en est. La dernière fois, il nous a dit ici même qu'il rêvait de prolonger. Entre-temps, il y a eu cet épisode où il a montré qu'il n'était pas forcément content d'être remplaçant. Voilà, il y a des questions qui se posent. Je sais que Sabaly, la question ne se pose pas vraiment, vu le dernier épisode l'été dernier. Mais voilà, il y a 2-3 joueurs, je pense, où il y aura une issue positive quand même. On va, n'empêche, pas trop parler de Ligue 2, hein, parce qu'attention, on n'y est pas encore. Non. Moi, il y a de l'espoir encore ici, au moins sur ce bureau-là. Après, à côté, je ne sais pas. C'est vrai qu'en tout cas, sur ce mercato sera calme. On ne remplacera pas les joueurs qui sont partis à la CAN. On peut refaire la liste rapidement. On attendait celle du Sénégal. Bon, elle est intervenue samedi matin. Pas de surprise, hein. Habib Diallo, Cheikh Sabaly, Jean-Philippe Bama et Urimchel Mboula. Ce sont les 4 joueurs qui vont quitter le FC Metz. Maximum 1 mois pour les prochaines échéances. On regardera évidemment ce qui se passera du côté du mercato hivernal. À n'en pas douter, messieurs, il nous reste quelques petites minutes. Vous en avez l'habitude, on va les utiliser dans le temps additionnel. Et oui, on parle des joueurs qui peuvent potentiellement partir. On va parler d'un joueur qui, lui, est parti cet été. Oui, ça fait longtemps qu'on n'a pas utilisé le nom de Mathieu Hudol. Mais comment l'oublier, il ne fait que parler de lui et peut-être même qu'on l'associe à une équipe de France potentiellement pour l'été prochain. Angelo, j'ai envie de te titiller tout de suite. Hudol en équipe de France, hypant ou très hypant? Ah mais je signe, donne-moi le contrat tout de suite. Ce serait une histoire magnifique. C'est un joueur, là, on va pas le répéter 15 fois, il s'est fait 4 fois les ligaments croisés. Donc déjà, le fait d'être encore professionnel aujourd'hui, c'est déjà un exploit. C'est un miracle.
C'est un miracle. C'est un joueur qui, à chaque fois, est revenu plus fort mentalement et physiquement. J'ai vu une photo dernièrement, ça ne m'avait pas marqué à la télé, mais il a pris une musculature choquant. C'est vrai qu'il y a un contraste avec au RC Lens ou une machine. Mais c'est exceptionnel. Et c'est une chose d'être musclé, son activité sur le terrain. Quand on voit les galettes qu'il distribue tous les dimanches, franchement, bravo. Et effectivement, là, il n'y a même pas une once de chauvinisme dans ce que je vais dire, mais ça ne me choquerait pas de le voir en équipe de France. On sait que Didier Deschamps, il ne renouvelle pas toujours son groupe, il a des fois ses idées. Là, tu as le gendre parfait. Mais oui, c'est ce que j'allais dire exactement. Dans le sens où Didier Deschamps, sa philosophie première, c'est l'esprit de groupe. Mathieu Hudol, il ne fera pas le bordel dans le vestiaire. Rassurez-vous, Didier, si vous nous regardez. Je vous embrasse d'ailleurs. Mais ce serait une histoire fabuleuse. Et puis, voilà, j'ai cette petite tristesse que ça se soit mal fini avec le FC Metz. Enfin, c'est cet épisode un petit peu bizarroïde de l'été dernier. Mais il le mérite tellement. Franchement, je serais tellement heureux de voir Mathieu Hudol à la Coupe du Monde. Ce serait extraordinaire. Gérald, avis partagé. C'est vrai qu'au-delà de l'équipe de France, Mathieu Hudol a encore passé un cap en Ligue 1. Il faut l'avouer, son choix de rejoindre le Racing Club de Lens, même si ça va plus déplaire parce que c'est pas un club européen ou quoi. Ils sont leaders aujourd'hui. Il a fait 3 fois du match dans le week-end dernier. Il a raté que 10 minutes de championnat. Et aujourd'hui, il met tout le monde d'accord. Même si nous, on était déjà plus ou moins sur son niveau, peu de monde disait que c'était un mauvais joueur. Je pense même personne. Il faudra trouver la personne qui aurait pu dire ça. Mais là, il met tout le monde d'accord. Passer la frustration, que ce soit à Lens, qui partent. C'est l'ancien qui parle. Voilà, pour les anciens, on sait de quoi on parle, mais passer cette frustration, évidemment que c'est une belle histoire. Tu m'as posé la question il y a peut-être 4 mois, quel était le coup de cœur de l'année. Je t'avais dit le Racing Club de Lens. Ils ont quelque chose de cohérent cette année, ils ont vraiment une belle équipe, un beau jeu, un beau stade, ils ont tout ce qu'il faut pour créer la surprise. Voilà, ils finissent l'année 2025 en haut du podium. C'est largement mérité et Mathieu Hudol s'inscrit complètement dans cet ADN. Et oui, il a largement sa place en équipe de France, surtout à un poste qui n'est pas forcément le mieux fourni. Alors évidemment, il n'est pas à Barcelone, il n'est pas dans une équipe de Première Ligue. Je lui donne un an. Mais, un an avant d'arriver au Barça. Non, mais c'est maintenant, parce qu'à un moment donné, il a 29 ans ou il va sur ses 30 ans. S'il n'est pas pris maintenant, il ne sera jamais pris, de toute façon. Et c'est peut-être ce qui pourrait... Ce serait fou d'être pris pour aller directement dans une Coupe du Monde, parce que tu as des matchs de test, tu as des matchs amicaux un peu ennuyants et tout. Si ta première liste, c'est la Coupe du Monde, voire les matchs préparatifs à la Coupe du Monde, c'est quand même fou. C'était Ribéry qui avait fait ça aussi en 2006. Et Pascal Chimbonda. Et pareil, c'est souvent, alors les joueurs, quand ils partent de Metz, c'est le tremplin pour aller en équipe de France en Coupe du Monde. Robert Pires, Ribéry, peut-être Mathieu Hudol. Quand il va revenir présenter la Coupe du Monde à Bollaert, on va l'avoir comme ça, avec les larmes aux yeux. Ça sera peut-être à Marly. Mais ça restera de toute façon un enfant du club. Donc quelque part, c'est une partie du FC Metz qui partirait en Coupe du Monde. Donc on a tous envie qu'il le fasse, quoi. Bernard, ton avis, c'est vrai que l'équipe de France, je la connais bien. C'est un joueur parfait pour cette équipe de France-là, en tout cas. Ah mais ce serait une belle récompense pour lui, parce que par rapport à ce qu'il a vécu, c'est compliqué. Et être encore là par rapport à tous les malheurs qu'il a pu avoir, c'est extraordinaire. Donc non, je lui souhaite. Après, moi j'avais entendu un truc, quand il avait été question qu'il s'en aille à Lens. Je ne sais pas qui a dit ça. Alors, on va pas avec dire... un O majuscule. Avec un O majuscule. Mais qu'est-ce qui va aller à Lens ? Ils n'ont rien de plus que Metz. Oh. Aujourd'hui, ils ont 17 places de plus que Metz. Sûrement quelqu'un. C'est pas mal sur 18. Que ce soit Lens. Aujourd'hui, ils ont 17 places de plus que Metz. Après, si je peux me permettre, sur les 10 derniers matchs et 9 victoires, une défaite. Non, mais je dirais pas contre qui. Oui, mais je pense qu'il ne s'est pas trompé dans son choix, qu'il a fait le bon choix. Et malheureusement, il n'est plus ici, et c'est dommage pour le FC Metz. Mais pour lui et pour sa carrière, je pense qu'il a fait le bon choix. Par contre, ce qu'on disait aussi, c'était que les 3,5 millions d'euros, c'était sous-coté et qu'il valait beaucoup plus. Et ça aussi, ça a créé cette frustration de le voir partir à Lens pour si peu, alors qu'on savait que son niveau, il était là. On le savait tous. Donc, clairement, moi, le voir partir avec... avec... Le Mathieu Hudol, la clause libératoire dans le cœur des supporters, c'est 122 millions. Mais oui, regardez les la valeur des joueurs sur le marché des transferts, c'est beaucoup de paramètres. Il y a son âge, son bagage médical. Voilà. En soi, pour nous, il valait 10 millions. Mais avec cette logique-là, il valait entre 3,5 et 5. Peut-être que Lens a dit, attendez, nous on prend un risque de prendre... un risque calculé, mais on prend un risque,
on sait dans quel état il est et on sait qu'il a eu 4 fois les croisés. Donc voilà, tu te mets à la place, et comme on le dit aujourd'hui, à la place de Lens. il n'a jamais été à ce niveau-là. Il a été très bon avec Metz, mais là, il a encore franchi un cap supplémentaire. C'était pas signé non plus. Mais il est dans une équipe qui est une très bonne équipe. Donc voilà, après, lui, il va s'améliorer aussi. Mais voilà. Mais moi, donc, je vous reviens là-dessus, j'avais entendu ça. Qu'est-ce qu'il va aller faire là-bas ? Il fait qu'il a bien fait d'aller à sans dénigrer le club ici, le FC Metz, il a bien fait d'aller à Lens parce que pour sa carrière à lui, c'est une très bonne chose. Et tout ce qu'il a fait à Metz, on peut que se féliciter de ce qu'il a fait à Metz. Et il ne faut pas être ni méchant ni aigri par rapport à Mathieu Hudol. Tout le temps qu'il a passé ici, il a fait le maxi de ce qu'il pouvait faire. Donc c'est un joueur avec un super état d'esprit et qui mérite ce qui lui arrive. Il mérite tellement de... Je laisse finir là-dessus. Je finis là-dessus, mais il mérite tellement. Il faut juste se rappeler pour finir son dernier match avec le FC Metz. Il envoie le FC Metz en Ligue 1 quand même. En plus, à Reims. En réveillant l'équipe à Reims avec un but formidable. Donc voilà, il mérite d'être heureux. On fera partie de la longue liste en touche du bois des personnes qui le féliciteront en cas d'équipe de France. Ce sera au courant de l'année 2026. Avant ça, il y aura d'autres échéances, notamment pour nous. Merci messieurs de m'avoir accompagné. On va se retrouver dès jeudi pour regarder un petit peu cet avant-match de Coupe de France, rêver un petit peu Coupe de France. À très vite sur Moselle TV.